Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, comme promis, ici je vais vous parler des 10 principaux canaux d'acquisition de trafic. Alors, quand on dit canaux d'acquisition de trafic, en fait, ça va être les différentes méthodes qu'on peut utiliser ou les différents sites pour ramener des gens, pour donner de la visibilité à notre produit, à notre site web, à notre blog, de tout ce qu'on essaye de montrer ou de vendre. Donc, on va commencer. La première technique, en fait, c'est les annuaires et répertoires. Donc, parmi les annuaires et répertoires, si on vend des plugins, par exemple, on a le répertoire de plugins de WordPress. Les pages jaunes, si on vend des services, download.com, télécharger.com, si on vend du software, si on fait du software. Alors, tout ça, c'est des répertoires en général. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc on peut soumettre nos produits. Eux, leur business, c'est justement de lister le plus de produits et services différents. Donc ils sont intéressés par ce que vous avez à vendre. Et vous en profitez pour gagner de la visibilité, des backlinks et peut-être même du trafic et des ventes. Par la suite, on a ce qu'on appelle l'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, c'est un terme un peu hype qui est apparu aux États-Unis. En fait, ça définit simplement le fait de bloguer, de créer du contenu qualitatif, instructif, éducationnel, pour ramener les gens petit à petit sur notre produit, sur ce qu'on a à vendre. Des bons exemples sont HubSpot, le blog de HubSpot, qui est un outil de marketing très connu aux États-Unis. Read Me I'm Famous, si vous connaissez Aurélien Macker, donc qui blogue sur sa vie, ses voyages, comment il s'est lancé dans le blogging, comment il fait de l'argent, etc. Et à travers ça, il arrive à envoyer des gens par la suite sur ses produits, sur ses formations, etc. Donc principalement, on n'est pas dans de la publicité pure et dure, on n'essaie pas de vendre en fait, on essaie d'abord de donner de la valeur via du contenu instructif à notre visiteur. Et c'est très efficace parce que ça consolide la relation client. En fait, le client est très content de recevoir de l'information gratuite et souvent, ça va lui donner envie d'en savoir un peu plus et ça va permettre aussi de prouver que vous vous y connaissez dans ce que vous êtes en train de raconter, tout simplement. Donc, la troisième technique, c'est l'achat de trafic. Alors, l'achat de trafic, c'est tout ce qui est Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus rapide de ramener des gens sur son site. Après, c'est aussi le plus cher. Si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est très possible qu'on se ruine sans avoir aucun résultat ou en ayant juste dépensé de l'argent sans avoir fait aucune vente, sans avoir rien optimisé, sans pouvoir ressortir n'importe quelle donnée. Ça, je vois ça d'ailleurs pas mal chez les gens qui me parlent, qui me posent des questions par rapport à l'achat de trafic, etc. Souvent, ils font juste, ils lancent une campagne, une image, un texte sur Facebook, ils envoient directement sur leur page de vente et ils s'étonnent ensuite que ça n'a pas fait de vente du tout, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement, mais l'avantage, le gros avantage, c'est qu'une fois que ça marche, on peut passer de 10 ventes à 100 ventes, à 1000 ventes, à 10 000 ventes assez rapidement parce que toutes ces sources-là ont des leviers de trafic colossaux, c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui passent dessus tous les jours et c'est des gens qu'on pourra atteindre avec nos campagnes d'achat. Alors le point 4, c'est le gratuit. Donc c'est pas le trafic gratuit pour l'instant en fait, c'est plus utiliser un échantillon, un e-book gratuit avec un extrait de l'e-book complet ou de la formation complète. Si on fait du consulting ou du coaching, on peut offrir une consultation de 10 minutes, 15 minutes gratuitement, etc. Donc ça permet de tester le marché assez rapidement, donc savoir si ce qu'on propose intéresse des gens, avoir leur feedback, leur retour, et si ça les intéresse, si ça leur a plu, si ça les a aidés à résoudre un problème. Donc on a des avis positifs qu'on pourra aussi utiliser plus tard sur nos pages de vente comme social proof, preuve sociale si vous préférez, donc pour dire voilà ce que les gens disent de nous, oui c'est génial, on a aimé, ça nous a aidé, etc. Donc ça fait que vos premiers clients à qui vous avez donné le gratuit deviennent des ambassadeurs pour votre marque, pour votre service ou pour votre blog ou quoi que ce soit. Donc 5, la presse. Alors ça c'est un domaine que je connais pas énormément puisque j'ai jamais lancé de site ou de start-up qui pouvaient rentrer dans les cases des plus gros. Donc TechCrunch, French Web, par exemple, c'est vraiment à part. Eux ne traitent principalement en fait que des startups. Donc pour tout ce qui est startup, ils vont couvrir les lancements, les nouveautés, ce qui se passe.
Après, 24 presse, ce type de site, en fait, c'est pour que des communiqués de presse. Mais après, je sais pas dans quelle mesure c'est visité, honnêtement, et quel retour on peut en espérer. Tout le monde en fait, dès qu'on lance un produit, etc., on envoie des communiqués de presse. Après, c'est surtout pour du branding et éventuellement atteindre quelques personnes, une nouvelle audience, donc des gens avec qui on n'a pas de contact, qui sont pas sur notre liste d'email, ils connaissent pas notre site peut-être, etc. Donc ces sites-là vont pouvoir nous mettre face à ces visiteurs-là. Donc sixièmement, le bouche à oreille. Donc le bouche à oreille, c'est tout ce qui est programme de parrainage, carte de fidélité ou MLM. MLM, ça veut dire multi-level marketing ou en français marketing de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients vont pouvoir recruter des clients pour nous, et ça va résulter dans un cadeau gratuit, plein de choses, par exemple un paiement, une rémunération pour les nouveaux clients qui vont ramener. Donc ça encourage énormément vos clients à parler de vous autour d'eux. Donc parmi les plus gros exemples, on a les Tupperware par exemple. Sur Internet plus particulièrement, il y a les Empower Network. Alors vous avez certainement vu ou pas, hein, en fait le mec qui lance ça vend à la première personne à 2, 3, 5, 10, 100 personnes qui elles aussi à leur tour vont être rémunérées si elles amènent des gens sur le produit du créateur initial. Donc c'est une espèce de chaîne, c'est du marketing en chaîne. Et ça marche très très bien. Il y a plusieurs exemples, ça cartonne. Donc si votre produit s'y prête, c'est une très très bonne manière d'avoir des ambassadeurs et des commerciaux qui vont faire votre travail d'une certaine manière gratuitement pour vous. Et donc là encore, cette technique a un effet de réseau, donc puisque votre produit ou service ou ce que vous proposez va se répandre de façon naturelle de plus en plus. Alors le 7, c'est le marketing viral. Alors qu'est-ce que le marketing viral? Alors marketing viral est le point 8 que je vais expliquer plus tard, ça c'est marketing social. Il y a une petite confusion entre les deux. Moi ce que j'appelle marketing viral en fait, c'est-à-dire profiter de d'autres plateformes pour mettre le sien d'une manière en général un peu déguisée ou détournée, c'est-à-dire comme PayPal l'a fait avec eBay. Donc ils ont utilisé leur deal avec eBay pour lancer leurs produits, pour faire connaître leurs produits gratuitement auprès de millions et de millions de personnes. Facebook l'a fait pareil avec les emails, donc ça pouvait importer les emails depuis votre Outlook, depuis votre Gmail, depuis Yahoo, depuis partout en fait. Dès que vous lui donniez accès à l'email, ça commençait à inviter automatiquement tous vos contacts sur Facebook. Instagram a fait la même avec Facebook dans la mesure où quand vous preniez une photo avec Instagram, elle était automatiquement publiée sur Facebook avec un petit lien en dessous via Instagram. Donc pareil, ça leur a permis de se mettre en face de milliards de personnes, 1 milliard plus ou moins on va dire. Donc c'est souvent au détriment d'un plus gros site. Donc on va essayer d'utiliser comme levier des gros sites comme Facebook, comme Twitter, comme YouTube, etc. Mais c'est pas toujours possible bien sûr. Ça dépend des marchés, ça dépend du produit que vous proposez, ça dépend si vous êtes en concurrence directe ou pas avec la plateforme que vous voulez utiliser. Par exemple, je sais que Twitter avait bloqué pas mal de concurrents. Ils avaient bloqué l'utilisation de leur API. Facebook avait fait pareil à un moment avec Google, etc. Donc il y a des guéguerres par moment où les plateformes refusent de se faire sucer leur trafic sans que l'autre paye. Donc voilà. Le 8, alors ça c'est le marketing social. Alors le marketing social, c'est toute la communication qu'on va pouvoir faire pour attirer des prospects, des visiteurs, des clients sur les plateformes sociales telles que les pages Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Là le but c'est d'utiliser du contenu visuel, donc souvent des photos et des vidéos. Donc typiquement pour Facebook, Instagram, Pinterest c'est un peu entre les deux. Donc on va essayer d'utiliser des formats qui sont
partagé énormément par les visiteurs, ou sinon fournir du contenu éducatif, c'est-à-dire des articles, des blogs, etc., qui vont être partagés sur Twitter et sur Pinterest principalement. Et là encore, en fait, on compte sur l'effet de réseau, donc tous les gens qui vont voir notre contenu, qui vont voir notre photo, qui vont voir notre vidéo, et le but est de faire en sorte que le contenu leur donne au maximum l'envie de le partager. Alors le 9, c'est le marketing événementiel. Alors le marketing événementiel, il y a des gens qui arrivent à l'utiliser très très bien à leur avantage, mais c'est pas très connu encore. Donc c'est en fait utiliser des meetups, donc c'est des rencontres, des webinaires, des séminaires, pardon, des séminaires, des salons, des conférences, etc. Donc on va essayer de se regrouper, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, de s'entourer de personnes qui sont plus ou moins dans notre cible, qui sont intéressées par notre produit ou service, et petit à petit, on va se créer une espèce d'aura ou de brand, en fait. On va travailler notre branding et notre présence, etc. Ça peut être, par exemple, il y a plein de gens sur l'US qui le font, qui créent des groupes sur LinkedIn. En fait, quand on crée un groupe sur LinkedIn, ça fait, par exemple, je vais dire que je vais créer un groupe marketing à Bordeaux sur LinkedIn. Donc, toutes les personnes qui font du marketing et qui vivent à Bordeaux vont éventuellement être intéressées par s'inscrire, et à partir de là, moi, j'acquiers, comment dire, une expérience et une réputation d'une quelque sorte, qui n'est pas forcément vraie. Elle est un petit peu faussée juste par le fait que je sois l'organisateur ou le modérateur, l'administrateur du groupe. Donc les gens vont avoir plus confiance en moi, je vais pouvoir transmettre mon message à toutes les personnes qui s'inscrivent au groupe, etc. C'est pareil avec meetup.com. Donc meetup.com, c'est un site qui permet d'organiser des rencontres dans la vie réelle autour de thèmes divers et variés. Donc ça peut être le marketing, ça peut être de la vente, ça peut être du développement personnel, ça peut être les gens qui parlent anglais et qui habitent à Paris, ça peut être n'importe quoi. Et donc là pareil, j'ai vu plein de gens à Londres par exemple ou aux États-Unis qui créent des groupes meet-up, qui les entretiennent très très bien, qui organisent des rencontres de façon régulière, et ça leur permet d'augmenter leur network et de s'entourer de gens qui sont dans le même domaine. Ça permet de faire des partenariats, ça permet pas mal de choses, c'est super intéressant. Donc voilà. Et enfin, le 10, c'est le sponsoring. Alors le sponsoring, ça va être quoi? Donc ça peut être du sponsoring d'articles, ça peut être du sponsoring de blogs via des bannières, ça peut être du sponsoring de sportifs, par exemple, comme le fait Red Bull ou Monster ou ce genre de choses. Donc à un autre niveau, bien sûr. Donc c'est faire du branding, en fait. On va essayer de mettre notre marque, notre nom en face d'audiences petites, souvent, mais ciblées, très ciblées. C'est-à-dire que, par exemple, on va essayer de sponsoriser un autre blog qui traite de marketing en France, etc. Donc c'est le même thème que le mien, et par là d'autres personnes qui sont pas encore venues sur mon site vont pouvoir me voir, vont pouvoir voir ma marque, vont pouvoir visiter mon blog, etc. Donc ça s'avère souvent moins cher et enfin pas souvent, pardon, c'est parfois moins cher. Ça l'est très souvent, oui. Par contre, plus efficace que Facebook et AdWords, ça dépend vraiment. Donc, où est-ce qu'on va arriver à se placer? Et si c'est des blogs, le plus gros challenge, souvent, quand on est dans des petites niches, c'est de trouver des blogs à sponsoriser, mais qui ont assez de trafic pour que ce soit intéressant. Certes, ça sera pas cher, ça sera peut-être 50 € par mois, 100 € par mois, mais tout va dépendre du volume. Si la personne a juste 100 personnes qui passent sur son site par jour, ça va pas forcément être très intéressant pour nous, même si c'est pas cher. Donc voilà. On est arrivé à la fin de cette petite vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous pouvez visiter le blog pour des nouveaux articles, accorddecroissance.com, et si vous voulez me contacter pour me suggérer des thèmes d'articles à traiter, si vous avez des questions pour quoi que ce soit, vous pouvez me contacter à Mehdi, donc c'est MEHDI @accorddecroissance.com. Merci, au revoir.